Non, ça correspond à une citation que j'ai notée parce que ça m'a un peu surpris, vu le sujet qui est aussi là, je reviens sur cette problématique des différentes souches. Vous avez écrit, page 65, je crois, les serviteurs sont les seuls êtres vivants. Alors, est-ce que ça veut dire le reste des décors? J'ai écrit ça? Oui. 65? Oui, 65. Malheureusement, je ne me rappelle plus si c'était en nous ou en bas. Mais vu la citation que vous avez lue. Ah non, non, mais c'est une partie de la phrase. Toute la phrase, c'est nous les serviteurs, virgule. Nous sommes les seuls êtres vivants dans ce monde en décomposition où tout ce qui est français est fantomatique. Une armée de spectres. Seule leur domesticité y échappe. C'est-à-dire que les ministres et tous ces gens-là, c'est des fantômes. C'est-à-dire qu'on les voit passer comme ça. Les êtres vivants, enfin, ils estiment être vivants, c'est une image, hein, c'est-à-dire qui ont un métier, qui exercent une fonction, qui ne sont pas des ombres comme ça qui flottent dans le château, parce que la plupart des ministres, on les voit, ils traînent leur ennui, ils font rien. Alors on voit des ombres comme ça parfois. Pétain, on le voit toujours dans la forêt avec une grande cape. C'est des fantômes. Alors que les serviteurs, ils sont actifs en permanence, ils travaillent comme des fous. C'est des êtres de chair et de sang. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour moi, ça veut dire, c'est en fait, ça c'est le décor. Ça veut dire pour vous, ce qui importe, c'est plutôt le majordome et la société. Exactement. Exactement. Les serviteurs sont plus importants que les maîtres, parce que les maîtres, en l'occurrence, sont des fantômes. Alors on les sert, mais on sert de fantômes. C'est des personnages de cire. Et parmi ces fantômes, les ministres dits actifs qui travaillent sont des fantômes en sursis. C'est-à-dire que tout ça, c'est quand même une comédie. Enfin, c'est l'orgueil, l'ivresse du pouvoir qui pousse ces gens à faire tout ça, alors que quand même, dehors, non seulement c'est la famine, enfin c'est l'apocalypse. Je veux dire, l'Allemagne croule sous les bombes, la guerre, de toute façon, il continue à prendre des décisions ministérielles. Je veux dire, c'est quand même une histoire, vous dites. Parfois, je trouve que parmi les archives que j'ai trouvées, il y a une archive que je vous recommande, qui n'est pas connue, et elle se consulte uniquement sur microfilm, 10 000 pages. Sur microfilm aux Archives nationales, bon courage, c'est le journal inédit de Marcel Déat. Et ce journal est inouï. C'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer, en mars-avril 1945, il prend encore des décrets ministériels. Je veux dire que dans quelques jours, l'armée Leclerc, 2e DB, va passer le Danube et être au château. 2 jours avant que l'armée Leclerc arrive, le ministre des Sports, la première armée. Oui, excusez-moi. Oui, il parle de la première armée. Le ministre des Sports, ce qui est un ministre des Sports, du gouvernement d'exil de Vichy, qui est un ancien nageur olympique, organise un marathon pour les Français de Zimringen. Je veux dire, les résultats sont affichés, il remet des médailles, enfin, on se dit, dans quelle planète vivent-ils? Il faut que ça reste pratiquement au moins visible d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire pour eux, c'est exercer ses fonctions, même si c'est très très limité. Ça, oui, c'est continuer, oui, mais en même temps, et puis à côté de ça, les serviteurs, eux, ils ont aussi leurs propres problèmes. Parce que, bon, on oublie, mais vous le savez bien, à partir d'octobre 1944, il y a le spectre du Volkssturm, c'est-à-dire une mobilisation générale depuis les adolescents, enfin 16 ans, c'est ça? 16 ans jusqu'à 75. 60. Avec le Panzerfaust qui est l'arme. Si on a, vous avez parfois des images, par exemple, lorsque Goebbels laisse les parades à Berlin pour la première fois, on voit qu'un certain nombre d'entre eux portent des armes, tout le reste est plus ou moins en civil avec un brassard, peut-être avec une pelle ou quelque chose, tout simplement pour avoir quelque chose à faire. Et ça, c'est vraiment cette idée que ça passe par des chiffres. On dit, on a à nouveau là la possibilité de recruter 500 000 hommes. Mais on ne pose aucune question, est-ce qu'ils ont des armes, est-ce qu'ils ont une formation, est-ce qu'ils sont des
des soldats, voilà, quel est leur esprit. 16 ans. Et voilà. Bon, mais ça, c'est le Volksturm, ça concerne que les Allemands, ça concerne pas les. Oui, mais non, mais c'est important pour les domestiques, les serviteurs, parce que certains d'entre eux se disent on va être mobilisés. Donc ils ont tous très peur d'être pris. Et même Julius, parce que Julius, il y a quand même quelqu'un qui lui cherche des noises en permanence. D'abord, il y en a qui l'humilient, mais surtout, il y en a, c'est Otto Abetz. Otto Abetz, je pense qu'il a déjà vu quelque part. Alors, est-ce qu'il a été à un concert autrefois où il aurait vu Julius Stein chanter? Alors, bon, il a un peu peur, ils sont assez pervers avec lui, et lui, il ne peut pas répondre. Chaque fois qu'on lui pose des questions, qu'on le met à l'épreuve, à table, quand il sert notamment, chaque fois il dit veuillez m'excuser, Excellence, je ne suis pas en situation de répondre à vos questions. Alors qu'il sait parfaitement quelle est la réponse. Surtout quand on veut l'humilier ou se moquer de lui, qu'il y a une conversation musicale et on dit Julius, quel est votre préféré, quel est votre fils préféré dans la famille Bach? Jean-Sébastien, Jean-Chrétien Bach ou Offenbach? Bon, non, il ne répond pas, il dit je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Voilà, on va essayer de pousser à. C'est presque la formule d'un diplomate, ça. Oui, mais pour oublier, il a été élevé dans un château. Oui. Donc il parle plusieurs langues, il a une éducation de château en quelque sorte, puisque c'était son quotidien. Et puis, ce qui est important, c'est qu'au tout début du roman, ce qui est tout à fait authentique, ça m'a été confirmé par l'actuel prince de Hohenzollern, qui je m'en parlais. Je lui ai demandé, il était pas né, mais son père était là, au château. C'est la passation de pouvoir. Quand le prince de Hohenzollern, en août 1944, a eu quelques heures pour partir, avec toute sa famille, à Wifflingen. Il a fait venir son adjudant dans un coin. Il lui a dit, on s'en va, je vous confie le château, parce que vous restez, et les serviteurs aussi, donc je vous le confie. Vous êtes dans ma famille depuis très longtemps, donc c'est comme si vous étiez de ma famille. Et ça, c'est très fort comme sentiment. Et il remet presque la clé. Il dit alors, je vous demande deux choses. Premièrement, veillez à ce que ces Français ne volent pas une petite cuillère en argent, parce qu'on les connaît quand même. Et d'ailleurs, ça va arriver. Il faut chercher. Est-ce qu'il n'abîme pas, est-ce qu'il n'abîme pas les tapisseries, les toiles, etc. Et d'autre part, recevez ces gens-là comme s'ils étaient nos invités. Montrez-leur que le meilleur de notre pays, c'est notre savoir-vivre immémorial, c'est pas les 12 années qu'on vient de vivre avec Hitler, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Notre culture, notre courtoisie, etc. Donc recevez-les parfaitement. Et il est dans l'obéissance. Et donc il va servir ces Français comme des princes. C'est-à-dire qu'il y aura des banquets presque tous les soirs, il y aura donc des grandes tables presque tous les soirs, avec des chandeliers, avec le grand service en argent de la famille Hohenzollern, avec des armoiries, avec du vin, ce qui est quand même pas évident à cette époque. J'ai vu les menus parce qu'il a tenu à ce que les menus soient calés à la machine, devant chaque personne, dont j'en ai retrouvé quelques-uns, jusqu'en mars 1944, on mangeait très bien. Si à partir de mars, là c'était sur un plateau d'argent, mais c'était quand même des rutabagas, comme tout le monde en ville, mais jusqu'en mars on mangeait très bien. Et donc il veillera avec son armée de valets de pied à ce qu'il y ait toujours 60 cm par invité à table. Donc il fera mesurer tout ça. Il va lui-même, tous les matins, repasser avec un fer repasser le journal qui va être déposé dans la chambre du maréchal à son réveil, du maréchal Pétain. Lequel maréchal Pétain, en tant qu'ancien soldat, va s'efforcer aussitôt de le plier en quatre pour le mettre dans sa poche et aller se promener. Mais c'est pas grave, il est parfaitement repassé pour enlever l'encre qui tache et pour qu'il soit lisse quand le maréchal va découvrir les nouvelles du jour. Ça, c'est la mission qui lui est confiée. Et ça, c'est très très important. De même, la fin. La fin, je ne sais pas si vous vous êtes dit, là, il exagère. Je peux vous assurer que c'est authentique parce que je l'ai trouvé raconté dans deux documentaires. Un documentaire de la radio bavaroise sur Sigmaringen que j'ai retrouvé, qui était fait il y a 10-12 ans, qui est remarquable. Je le cite dans la bibliographie.
où il y a des témoignages, et puis un documentaire de la télévision française, il y a aussi 15 ans à peu près, sur comment s'était passée la libération de Zimbarek. Et donc, ils avaient un agent de la France libre pendant les 8 mois au château, qui renseignait parfaitement De Gaulle. De Gaulle savait tous les jours ce que mangeait le maréchal Pétain. Il savait tout. Parce qu'il y avait un agent qui les renseignait. Donc, quand l'armée française est arrivée et traversé le Danube, il savait qu'il n'y aurait pas de résistance, il n'y avait pas de moyen de résistance à Zimbarek. Mais il voulait attraper les collaborateurs. Pétain, Laval et les autres. Et donc, c'est le capitaine, je crois que c'est de Pierrefonds, c'est le capitaine de Pierrefonds, enfin son nom est dans le livre, si je me trompe, qui se présente à la porte du château sur le parvis. Il fait placer une automitrailleuse face à la porte, une unité de soldats en armes, et lui s'avance tout seul. Donc il faut imaginer, dans son uniforme plein de poussière, de boue, face à la guerre, il arrive là, et le capitaine de Pierrefonds, moi, quand on m'a raconté ça, je me suis dit c'est impossible, ils ont écrit la scène avant que je l'écrive. Je n'aurais pas osé écrire ça. Et il se présente sur le parvis, ça, il y a un parvis, puis il y a la chapelle, très belle église des Hohenzollern, baroque, magnifique. Et il frappe le mot, il frappe au château. Et là, vision extraordinaire, lui ouvre le majordome, Julius, moi, grand, comme ça, mince, en habit impeccable, avec cravate blanche et des gants en beurre frais impeccables. Et le majordome dévisage ce personnage, ce soldat plein de boue, de poussière. Il le regarde comme ça, tout en tournant à la porte, et en français, il a ce mot historique que je n'aurais pas osé inventer. Il lui dit « Vous désirez ?» Et l'autre regarde ahuri en se disant j'ai affaire à un martien, et donc il le pousse violemment comme ça et il rentre. Et là, l'entrée du château, c'est un couloir avec des massacres de cerfs, comme ça, parce que c'est des grands chasseurs. Il voit ça, puis il se retourne vers Julius, il lui dit il est où Pétain? Et le majordome s'avance, il lui dit Monsieur le maréchal est parti ce matin à l'aube, ce qui est vrai, ça s'est passé à 3 ou 4 heures près. Tout le monde est parti à l'aube et l'armée est arrivée quelques heures après. Le maréchal est parti à l'aube. Ah bon? Dit l'autre. Eh bien, on va vérifier ça avec mes soldats, on va rentrer dans la tour. Et à ce moment-là, le majordome s'interpose, il dit mais vous ne pouvez pas, monsieur, vous ne pouvez pas. Et à ce moment-là arrive une vieille dame. Parce qu'il faut savoir que quand les Hohenzollern ont été virés de chez eux, il y a 2 personnes de la famille qui ont dit non, on ne part pas, on s'en fiche. Quelles que soient les représailles, on s'en fiche. Et évidemment, ce sont des femmes, il n'y a que des femmes qui osent faire ça, des femmes très âgées. La princesse Louisa de Bavière, 88 ans, et la princesse Gudrun und Taxis, 92 ans. Donc on l'appelait la tante, ou la vieille tante, ou la petite tante. Et cette dame arrive avec sa canne, comme ça, et elle arrive et dit Julius, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bruit? Et alors, il dit Votre Altesse, excusez-moi, mais. Alors là, il fait la présentation, et il dit Capitaine de Pierrefonds, princesse Gudrun und Taxis. Et le soldat, se rappelant qu'il s'appelle tout de même Capitaine de Pierrefonds, s'avance, il fait le baise-main, s'incline, se présente, et elle lui dit mais vous ne pouvez pas, effectivement, mon majordome a raison, vous ne pouvez pas rentrer. Alors je dis mais veuillez m'excuser, mais pourquoi? Il dit vous ne pouvez pas rentrer parce que mon cousin, le prince de Hohenzollern, n'est pas encore rentré. On ne peut pas rentrer chez lui s'il n'est pas là. Donc il ne va pas tarder à arriver. Donc si vous voulez, on va prendre le thé dans l'office et on va l'attendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu 2 ou 3 heures et il est arrivé de Wittflingen et à ce moment-là, on a pu investir le château. Ça, c'est une scène de roman qui s'est passée mais que je n'aurais pas osé inventer. Ça m'amène à la question des sources. Ça veut dire que vous avez travaillé, bien sûr, avec, j'ai lu aussi bien la lecture, les archives, etc. Ces petites histoires, où est-ce qu'on les trouve? Alors, cette histoire-là, dans 2 documentaires, beaucoup de détails sur la vie de Zimbarek se trouvent dans le journal inédit de Marcel Déat. Marcel Déat, qui est quelqu'un que
Je n'aime pas du tout. Ça se comprend. Non, mais je veux dire, j'ai beaucoup plus de tendresse pour un Céline, qui n'était pas non plus bon. Mais Marcel Déat, je n'aime pas de tendresse, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on l'a fait remarquer à plusieurs reprises. C'est un homme qui est pourri d'orgueil et qui a un mépris considérable pour les autres. Marcel Déat était un homme très intelligent, très cultivé, premier de sa promotion à l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, professeur qui avait été socialiste avant la guerre. Et Déat a fondé, dans les années 30, un parti fasciste français. Et donc, il a été ravi de la collaboration, etc., l'occupation, il était bon. Et il mijotait un parti unif fasciste français. C'est un homme qui était pourri d'orgueil, et moi, ce que j'aime par lui, c'est que quand il y a eu la débâcle de 1944, il a abandonné tout son état-major. Il les a plantés. Il a tous plantés, il s'est sauvé grâce à des complicités allemandes. Il a réussi à se sauver, il a laissé tout le monde se débrouiller. Et à Sigmaringen, il faisait preuve d'un mépris pour les autres, mais considérable. En fait, c'est un homme qui, sur le plan humain, n'avait aucune qualité. Il avait beaucoup de qualités intellectuelles et surtout un orgueil incommensurable. Et je vous parle de Déat, pourquoi? Parce que, oui, pour les sources. Déat, c'est un homme extrêmement intelligent. Il avait une habitude qui, moi, me rend un grand service. Depuis qu'il était entré en politique dans les années 20, il avait une discipline de fer. Tous les jours, mais tous les jours, il écrivait son journal intime. Et ce journal intime fait des dizaines et des dizaines de milliers de pages, tapées à la machine, heureusement, sans interview. Il faut imaginer. Bon. Mais ce qui est incroyable dans son cerveau givré de normalien, c'est que cet homme ne hiérarchisait rien. C'est-à-dire, ça devient jeudi 15 novembre. Otto Abetz sort de mon bureau. Il me propose de rencontrer Doriot pour faire peut-être un parti fasciste unique en France. Va-t-on se rencontrer? Alors là, il y a des détails incroyables, plan politique et tout. Point. Je vais faire une promenade dans la forêt pour chercher des pissenlits pour améliorer la soupe. C'est-à-dire que tout est égal. Il n'y a pas de distinction. Et donc, il faut tout lire. Donc, j'ai lu les 8 mois de Sigmaringen, parce que sinon, ça rend un peu fou. Mais là, il y a une foule de détails extraordinaires. C'est lui qui raconte que les petites, ce que je raconte là, les petites gouvernantes riaient beaucoup quand elles allaient dans la chambre de sa femme, Mme Déat, parce que Mme Déat était tellement loufoque qu'elle prenait sa douche tout habillée. Et ça faisait beaucoup rire les domestiques. Alors c'est lui qui raconte ça, moi je l'ai inventé avec de même que les histoires, le vol des cuillères en argent, il le raconte. C'est lui. Il le raconte. Mais ça a été confirmé par une autre source. Mais il le raconte lui aussi. Ça me rappelle un peu Condillac-Monts, c'est la même chose. Lui aussi, il est pratiquement le chroniqueur, entre guillemets, de toute cette période. Parce qu'on passe, pour nous, pour les chercheurs aujourd'hui, c'est une source unie. Parce que là, on a presque une quarantaine de volumes qui couvrent la période de 23 jusqu'à la fin, jusqu'à 45. Et Déat, bon, il existe une édition, mais c'est que des textes. C'est son jeu. Là, c'est une édition chez De Noël, journal politique. Là, c'est son journal le jour le jour. C'est ça qui est fascinant. Mais Goebbels, son journal, qui est considérable, je l'ai bien dit, c'est pour les chercheurs. Parce que le public ne peut pas lire ça. C'est pas éditable. Il y a chaque mot, il faut l'expliquer en note. Enfin, c'est quasiment lisible. J'ai travaillé, on a fait une édition avec des textes qu'on a sélectionnés pour un public français. Oui. Et ça nous a appris là aussi un effort énorme pour réaliser ça, parce que d'abord, il fallait tout simplement avoir une idée de quelles sont les informations qu'on peut pratiquement laisser sans commentaire, qu'est-ce qu'il faut rajouter, etc. Ici, au théâtre, si c'est la vie quotidienne en plus, c'est probablement encore pire que il y a beaucoup d'allusions à des Français qui ne sont pas allés au Château, etc. Mais sinon, dans les archives de Sigmaringen, j'ai retrouvé des archives du château qui sont là-bas, qui sont intéressantes parce qu'il y a tout sur les domestiques, il y a tout, leur salaire, leur nom, leur prénom. Donc j'ai mis des vrais prénoms, des vrais noms des employés. Et puis aussi des tas de choses sur la gestion de la nourriture. Ça m'a apporté beaucoup de savoir tout ça. À part ça, j'ai eu la chance de rencontrer, bon, il n'y a plus de témoins de ça, ils sont tous morts, mais d'abord, Madame Céline, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, je la connaissais,
Bon, je vais la voir à Meudon, elle a 102 ans, mais elle a toute sa tête. Je voulais qu'elle me raconte comment elle dansait au château, parce que je suis une danseuse, hein, et elle s'entraînait à danser dans la galerie portugaise. On voulait savoir sur quelle musique, comment, enfin des petites choses, des détails. Sinon, j'ai eu la chance de tomber à Sigmaringen, à mon deuxième séjour, sur 3 sympathiques personnes qui sont des Allemands, qui sont natifs de la ville, qui avaient 14 ans à l'époque, et qui sont passionnés par la parenthèse française de Sigmaringen. Et donc, ils ont collectionné toutes les photos, tous les documents. Il y en a un qui est historien, c'est Otto Becker, qui est un historien et qui lui fait des articles très intéressants sur la présence française. Et donc, voilà, j'ai pas de réaction. Ça veut dire que ça, c'est un chapitre de notre histoire. On ne veut pas parler. Non, pas du tout. Pas du tout. Une ouverture, pas tout. Oui, non, non, ça parle très volontiers. Même l'office du tourisme, tout en disant on n'a rien, on ne connaît pas. Au château, donc on peut visiter le château, un tiers du château seulement, 383 pièces. Quand le prince m'a dit si vous voulez, je peux à vous faire visiter ce qu'on ne montre pas aux touristes. Alors, bon, quand il me dit il y a 384 pièces. J'ai eu un réflexe de ménagère française. J'avais dit, ça en fait des fenêtres. Hein. Et il m'a dit, oh, les fenêtres, c'est pas un problème, de toute façon, on s'en fiche. Il dit, non, le problème, c'est les portes. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que il fait froid au château, puisque on ne peut pas chauffer un château pareil. Il y a quelques cheminées dans les grandes pièces, mais il faut tout le temps ouvrir et fermer des portes. Voilà. Il faisait en décembre 44, janvier 45, ça a été l'hiver le plus terrible de la guerre, pour les Français comme pour les Allemands. Il a fait à Sigmaringen pendant une semaine, moins 38. Il faut imaginer. Donc en ville, c'était la mort. Mais au château, je veux dire, toute personne qui bouge ferme et ouvre les portes en permanence pour garder un peu de chaleur. Donc il me dit, c'est ça le problème. Ça dit, l'autre problème du château, franchement, il est impressionnant, mais il est moche. Il y a une raison à ça. C'est chaque génération de Hohenzollern a épousé une princesse d'une cour royale européenne. C'est les alliances. Bon. Et donc chaque fois, il a voulu honorer sa jeune épousée. Donc il y a une aile française, il y a une aile anglaise, une aile portugaise, une aile italienne, une aile... Bon. Et donc, on passe d'une aile à l'autre, et à chaque fois, on change complètement le décor. Alors, complètement. Et de mobilier, de tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme c'est des constructions qui sont rajoutées à chaque fois, en fait, quand vous êtes, je sais pas, au deuxième étage, il n'y a pas une pièce à la hauteur de l'autre. Il y a toujours un décalage d'une ou deux marches, parce que ça a été rajouté. Donc c'est un vrai bric-à-brac. Mais c'est impressionnant. Très impressionnant. Et pour les Allemands, une chance inouïe de séparer, par exemple, Laval et Peter, parce qu'il y avait suffisamment d'espace. Ah ben ça, c'est pas comme était du parc à Vichy, où ils étaient chacun à l'étage, mais bon, ça s'entendait, alors que là, ils pouvaient jamais se voir. C'était le but, il ne fallait pas qu'ils se voient.